23 800 jeunes dans les rues de France pour dire non à la loi du travail. Les organisations lycéennes et étudiantes avaient appelé à manifester aujourd'hui. Quelle a été la réaction des jeunes Guadeloupéens? Le reportage d'Isabelle Hameau et leurs avis sur cette réforme dans ce journal. La rénovation urbaine est en marche, 10 ans après le lancement du vaste chantier pour changer les visages des abîmes et de Pointe-à-Pitre. L'ANRU vient de signer le financement de la dernière phase de ce programme. Reportage Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Et enfin, nous suivrons les traces de la tortue luth, la grande voyageuse. Elle fait partie des 3 espèces qui viennent pondre sur notre littoral. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. À la une de votre journal ce soir, le décès du maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, s'est éteint à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Reparti en France il y a une dizaine de jours, son corps sera rapatrié en Guadeloupe bientôt. Il avait été réélu à la tête de la commune en 2014. Il était également le président de l'association des maires de la Guadeloupe. Jean-Claude Lombion était un des piliers du parti communiste guadeloupéen. On écoute d'ailleurs la réaction de l'adjoint au maire de Morne-à-l'Eau, Jean Bardaille. C'est une triste nouvelle qui s'abat sur Morne-à-l'Eau. J'ai appris la nouvelle et maintenant que les médias l'ont dit, c'est devenu officiel. Donc j'adresse mes condoléances à la famille du maire Jean-Claude Lombion, à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui l'ont côtoyé, au conseil municipal, aux agents municipaux pour dire à tous ces gens-là combien je suis affecté par le décès de Jean-Claude Lombion, un maire avec lequel j'ai échangé, j'ai travaillé dans l'intérêt de la commune de Morne-à-l'Eau et dans l'intérêt de la population de Morne-à-l'Eau. On peut retenir beaucoup puisque Jean-Claude Lombion n'est pas de la dernière pluie. Jean-Claude Lombion, c'est un militant de longue date. Il a laissé ses empreintes au niveau de Morne-à-l'Eau, mais aussi au niveau de la Guadeloupe. Il a été un militant actif. Donc il a été aussi le président de l'association des maires de Guadeloupe. Donc c'est vous dire l'estime qu'on lui portait à tous les niveaux. C'est un homme d'engagement, un homme de grande volonté, donc, qui s'est mis au service de son peuple, de sa commune. Aujourd'hui, nous regrettons énormément son départ. Un accident impliquant 2 véhicules vient d'avoir lieu sur la Nationale 1 à hauteur de Grand Camp, aux Abîmes en direction de Pointe-à-Pitre. Les pompiers sont sur place, un blessé est à déplorer et ce carambolage génère d'importants bouchons jusqu'à la Jaille. Soyez patients et prudents sur les routes. Les jeunes se sont mobilisés dans les rues de Paris pour protester contre le projet de loi de travail dont l'examen a commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En marge du cortège, il y a eu 130 interpellations. Qu'en était-il chez nous? Les jeunes Guadeloupéens se sentent-ils concernés par ce projet de réforme? Pour le savoir, Isabelle Hameau est allée à leur rencontre. Plusieurs milliers de jeunes ont une nouvelle fois manifesté à travers la France contre le projet de loi travail. Mais en Guadeloupe, c'est le calme plat. Pour mieux comprendre, direction l'université. Ici, très peu d'étudiants se sentent concernés par la loi El Khomri. Pour Lucas, étudiant en première année de maths, il faudra néanmoins lutter contre les inégalités. Je n'ai pas encore vraiment travaillé, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Étant étudiant, ça ne me concerne pas directement. Mais je pense qu'il faudra se battre pour... S'il y a des choses qui ne sont pas... Comment dire? Qui ne vont pas, il faudra les dénoncer. Il faudra travailler pour dénoncer toutes ces choses. J'ai vu qu'il y avait, je crois, une augmentation du temps de travail. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'on en retourne à l'esclavage quand même. Si je suis amené à travailler plus tard, on ne voudrait pas travailler comme des forcenés quand même. De leur côté, les rebelles, cette association étudiante militante veut faire bouger les choses. En Guadeloupe, la mobilisation n'est pas la même qu'en France, mais il y a des étudiants, des jeunes qui se sentent concernés, notamment des étudiants avec qui on a fait une assemblée générale le 17 mars, où il y avait 70 étudiants. Et il faut dire qu'avec l'ensemble des travailleurs et des jeunes, il y a eu une mobilisation à Pointe-à-Pitre qui a quand même rassemblé entre 100 jusqu'à 150 personnes. Donc effectivement, nous, on pense que cette loi-là, la loi travail, est une mauvaise chose. C'est une loi en fait qui va aggraver la situation d'une manière générale. Déjà en Guadeloupe,
C'est 60% de chômage que les jeunes y connaissent. Beaucoup de difficultés pour s'insérer dans le monde de l'emploi. Donc jeudi, on appelle tous les lycéens à faire grève devant les lycées pour dénoncer cette loi. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes sont bien conscients que l'avenir qu'on leur réserve, c'est un avenir sans emploi. Et ça, ils ne veulent pas l'accepter. D'ici là, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a prévu de rencontrer demain les principaux syndicats lycéens et étudiants, accompagnés de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Ils écouteront les propositions des jeunes sur la réforme de la loi Travail. C'est la plus grosse fuite d'informations financières jamais révélée, l'affaire dite de Panama Papers. Un consortium international de journalistes d'investigation a levé le voile sur un vaste système d'évasion fiscale impliquant des politiques, des sportifs et milliardaires. Sur cette liste figurent également des Martiniquais dont l'identité n'a pas encore été révélée. Écoutez la réaction d'Eddy Marajo, il est directeur de publication du journal Business News. Il répond à Frédéric Mazy et Michelet François. C'est quelque chose de considérable, c'est 15 fois Wikileaks, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est 240 000 sociétés offshore qui se retrouvent toutes nues au vu et au su de pratiquement une centaine de médias dans le monde. Et surtout, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de propriétaires de comptes ou de bénéficiaires de sociétés offshore dont les noms vont être révélés au fur et à mesure. Les choses sont relativement simples. Quand vous avez beaucoup d'argent et que vous ne voulez pas payer d'impôts, vous exfiltrez cet argent à l'extérieur de la France et les sociétés écrans, ou ce qu'on appelle les sociétés offshore, sont là pour récupérer cet argent et le cacher au vu et au su des autorités fiscales. C'est extrêmement simple. La première conséquence pour ces Martiniquais et ces Français de manière générale qui ont caché de l'argent au fisc français, c'est d'être redressés fiscalement. Et ensuite, ils encourent, un peu comme Cahuzac, un procès probablement correctionnel, mais peut-être au pénal, pour fraude fiscale ou blanchiment d'évasion fiscale. Et là, ça peut aller très très loin, à la fois des amendes énormes, évidemment, au-delà du redressement, mais surtout et parfois de la prison. Alain Juppé est arrivé hier soir en Martinique, un voyage de campagne dont l'ambition principale est de glaner des voix pour la primaire des Républicains. Avec cette visite ultramarine, à 6 mois de l'élection présidentielle, le favori de la droite espère marquer les esprits. Et pour ce faire, il a un programme très chargé et millimétré. Frédéric Mazy et Michelet François d'ATV Martinique. Des notes, à l'écoute, Alain Juppé est attentif. Dans la mairie de Rivière-Salée, les élus de la municipalité échangent avec lui. Avec un taux de chômage 2 fois plus important qu'en métropole, la Martinique fait office de mauvais élève. Le responsable politique propose un plan de développement basé sur les atouts de notre île. Sur l'agriculture, la banane, la canne, bien sûr, le sucre, le rhum, mais aussi sur toutes ces possibilités touristiques, sous diverses formes, le tourisme de croisière, l'agrotourisme et les hautes technologies. C'est aussi un territoire où il y a des gens créatifs, bien formés. Direction ensuite une ferme de réinsertion. Alain Juppé prend le temps d'échanger avec les salariés et se laisse guider pour la visite. Nous aurons notre marché, nous allons créer un marché qu'on va faire le samedi. Voilà. Pour acheter des produits. Des produits une fois par mois. Voilà, un mini-marché. Des légumes essentiellement. L'homme de 70 ans semble avoir fait bonne impression. Je ne pensais pas que c'est quelqu'un d'aussi humain qui s'intéressait aux problématiques des gens, surtout de notre île. Parce qu'en général, comme c'est des personnes qui viennent de métropole, on se dit que peut-être que nous, les îliens, on ne les intéresse pas. Et au final, j'ai été vraiment agréablement surprise de son attitude aujourd'hui. Très concerné, il posait des questions, il était vraiment intéressé, tant sur le plan agricole que sur le plan aussi des salariés. Troisième étape de la journée, le Saint-Esprit. Alain Juppé y affiche son ambition, la présidentielle. Quelques élus sont déjà convaincus. L'expérience et puis le calme, la sérénité, la loyauté. Nous avons notre très bon candidat, si vous voulez, chez les Républicains. On a presque l'embarras du choix. Mais aujourd'hui, il faut choisir le meilleur. Et le meilleur, c'est Alain Juppé. C'est quelqu'un que j'apprécie pour la clarté de son discours, pour son expérience, pour sa sagesse et j'ai envie de dire pour son œcuménisme. Mais avant de viser 2017, il faudra remporter les primaires de la droite et du centre en novembre prochain. Ils sont pour l'instant 12 candidats. Retour en Guadeloupe maintenant, la salle de spectacle La Casa située à Bemao pourrait bientôt fermer ses portes.
Après les tirs perpétrés devant son établissement samedi dernier, son gérant, David Rumeau, envisage cette possibilité. Bonsoir David Rumeau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, certains médias ont affirmé que vous alliez finalement fermer la Casa. Quelle est votre décision? Certains, parce que d'autres ont utilisé le conditionnel. Quelle est votre décision ce soir? Aujourd'hui, je voudrais faire la différence entre la Casa, l'établissement, et l'homme David Rumeau. Donc aujourd'hui, je ne suis pas la Casa, je suis David Rumeau. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'avenir de David Rumeau se situe à la Casa. Je pense que la Casa va continuer, peut-être avec quelqu'un d'autre, des repreneurs, que sais-je. Mais en tout cas, je pense que moi, après 15 ans, j'ai fait mon temps et qu'il est peut-être temps venu de tirer ma révérence. Voilà. Alors vous tirez votre révérence après des faits de violence qui se sont produits samedi dernier. Que s'est-il passé exactement samedi soir? Alors bon, de ce qu'on peut savoir, en fait, donc soirée plage qui se passe très bien jusqu'à 1h du matin. L'organisateur en place, suite à mes recommandations, à partir de 1000 et quelques personnes, 1100 personnes, je crois, décide d'arrêter les entrées. Il y a un petit attroupement dehors, mais sans plus. Et a priori, vers 1h30, il y a une voiture qui serait passée et qui a fait feu dans la foule, pas sur la porte, mais en face de la Casa. Et une gerbe de plomb qui a touché plusieurs personnes, dont une malheureuse jeune fille de 19 ans qui a perdu un œil. Donc voilà, ce qui s'est passé et ce qu'on en sait au jour d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produit devant cet établissement. Comment expliquez-vous ce phénomène? Bon, c'est un phénomène qui se produit devant tous les établissements et tous les lieux. Aujourd'hui, la violence touche... Tous les lieux de divertissement. Mais même, je veux dire, la violence, c'est dans la rue, c'est dans les embouteillages. La violence, elle est partout. Alors maintenant, nous, c'est un peu plus concentré parce qu'on est la nuit, qu'on a des jeunes. Donc voilà, maintenant, comment j'explique la violence? Ce que moi, j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse ne communique que par la violence. En tout cas, une partie de la jeunesse n'arrive plus à s'exprimer avec des mots ou avec autre chose que par la violence. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé un peu au bout d'une logique et il faut qu'on se pose les bonnes questions parce que quand une jeunesse ne s'exprime qu'à travers des actes de violence, verbale, physique et maintenant avec des armes, je pense que le pays doit se poser les bonnes et les vraies questions. Alors certains élus ont réagi, je pense notamment à Henri Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui a condamné ces faits de violence. Quel regard portez-vous sur les actions mises en place par nos élus pour résoudre ce problème de violence? Alors, je pense qu'aujourd'hui, donc, M. Chalus a de façon bien fait de réagir. Je pense qu'il vient de... Voilà, c'est une nouvelle gouvernance pour la Guadeloupe, mais je pense qu'ils vont devoir prendre des décisions beaucoup plus drastiques et beaucoup plus radicales que celles qui ont été prises jusqu'à présent. Bon, toutes les opérations, déposer les armes, tout ça, bon, c'est bien gentil, mais ça s'apparente à de la com. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des moyens. La jeunesse a beaucoup dérivé, la Guadeloupe a beaucoup dérivé. Il faut des moyens, il faut mettre des gendarmes, il faut un peu plus de répression, il faut des moyens, il faut aller chercher les armes. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans la nuit, je peux vous assurer que déposer les armes, je n'ai jamais vu autant d'armes de gros calibre dans ma vie. Aujourd'hui, tous les jeunes sont armés. Donc, enfin, tous les jeunes. Je ne veux pas schématiser. Le dialogue ne suffit plus, justement? Non, le dialogue, au bout d'un moment, quand on a trop laissé faire, il faut aussi mettre les moyens pour essayer de rétablir la situation, même s'il faut toujours de l'éducation, il faut toujours aider les associations, canaliser la jeunesse. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'état dans lequel est notre jeunesse, il faut que les forces de l'ordre aient les moyens de faire des contrôles, d'arrêter les armes, d'arrêter... Moi, j'espère vraiment qu'on va arrêter ces criminels qui ont tiré samedi, parce que tirer dans la foule comme ça, de manière gratuite, c'est un acte de terrorisme. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la Casa, pour revenir à ce lieu devenu incontournable, c'est un symbole fort, la Casa, un lieu populaire où beaucoup d'artistes ont pu se faire connaître. Le groupe Soft, Admiralty, leur première scène, le premier concert de Soft, 15 ans de combat pour faire vivre ce lieu. Quel est votre sentiment aujourd'hui, votre ressenti? Vous abandonnez quand même ce qui est votre bébé. Comme je répète encore, David Rumeau abandonne, mais le projet La Casa va certainement continuer sous une autre forme. Maintenant, après, j'ai fait ce que je pouvais faire. Oui, c'est mon bébé, j'en suis fier. On a passé de très bons moments, il y a eu de très belles expériences artistiques. Comme vous avez dit, des artistes qui ont pu avoir une scène pour s'exprimer. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est que je ne voulais pas, à l'instar du BIC il y a quelques années, mourir en silence. J'ai décidé de parler, de dire ce que j'avais sur le cœur, d'exprimer aussi un peu ma rage face à tout ça, parce qu'on est vraiment démunis. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire tourner ces lieux-là, parce qu'on parle de violence. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de faire de la culture, de permettre à des jeunes d'avoir une scène, de permettre à des lives de se faire. Aujourd'hui, on n'est pas aidé, on n'a aucune subvention. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que je tiens ça avec mes petits bras, mais il y a un moment aussi, il faut se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, moi, je me les pose. J'ai des enfants aussi, il faut que je m'occupe de mes enfants. Et j'ai peut-être envie d'aider ma jeunesse différemment, peut-être dans le milieu associatif,
dans le milieu même, pourquoi pas caritatif, mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon temps. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont prendre le flambeau, mais aujourd'hui, je fais un appel aux autorités. Il faut vraiment mettre les moyens, donner les moyens pour qu'on puisse essayer de juguler cette violence-là. Et nous, lieux, nous, associations, nous, lieux de vie, il faut nous aider. On n'a pas besoin de millions, on a besoin juste de quelques petites choses pour pouvoir faire tourner les choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Si déjà la jeunesse n'a aucune perspective, a de la drogue et armée, qu'en plus de ça, on arrive à leur fournir des lieux sécurisés pour qu'ils puissent venir s'amuser, grandir, mûrir dans leur pays, je pense ça va être un peu compliqué d'avoir une perspective d'avenir pour nos jeunes. Vous faites un appel pour un éventuel repreneur pour la Casa? C'est un appel. Vous avez déjà trouvé quelqu'un? On a déjà, de toute façon, on est toujours en pourparlers, il y a toujours des gens intéressés. Maintenant, oui, je lance des appels. S'il y a des bonnes volontés qui se sentent la force et la charge de reprendre tout ça, de tenir... C'est un peu décourageant, on dit comme ça. Non, mais c'est la réalité, je ne veux pas mentir non plus. C'est un métier difficile qui demande une très grosse débauche d'énergie, qui demande une très grosse prise de risque. Moi aussi, j'ai été blessé il y a 6 ans. Bon, voilà. Après, c'est anecdotique par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu essuyer. Et je voudrais ce soir aussi saluer toute mon équipe qui me suit depuis 15 ans, parce qu'on est derrière ça solide, on s'est vraiment battu. Mais aujourd'hui, ils savent, et ils ont vu aussi mon état d'esprit, qu'aujourd'hui, il y a un moment où il faut savoir aussi passer à autre chose et peut-être donner une seconde chance à la Casa avec d'autres personnes. Et j'espère surtout que les autorités vont comprendre qu'il faut aider, structurer. Il faut qu'on arrête d'avoir des événements festifs qui vont durer 2-3 jours et qui vont après disparaître. Il faut des investissements de structurants. Notre jeunesse a besoin de repères, de cadres. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de se poser les bonnes questions. Et je compte vraiment sur notre nouveau président, M. Chalus, pour se mettre au travail et pouvoir commencer à aller dans ce sens-là. Merci David Rumouille. En parlant d'ailleurs d'Harry Chalus, nous poursuivons notre série consacrée aux 100 jours du président de la région arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, Nathalie Dinan et Moïse Dexter sont allés recueillir les avis des Pointois sur l'action d'Harry Chalus. On les écoute. On attend un petit moment. Normalement, tout a été vrai et tout le temps a changé, quoi. Et bah, la jeunesse travaille si bien. Non. Ça n'a pas changé. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut que faire un état des lieux et de ce qu'il y a à faire et de ce qu'on doit faire et comment on doit avancer pour améliorer ce qu'il y a à faire. On dit qu'il y a du chômage, il ne fait vraiment rien. Je ne vois rien pour le moment. Avant qu'un enfant naisse, la maman souffre. Alors laisse souffrir la maman et il va faire ce qu'il doit faire. Et il doit travailler pour la Guadeloupe et il sait ça. Nous sommes avec lui. Dans les 100 jours-là, Chalus ne pourra rien faire pour nous. Bon, sur 100 jours, parce que nous avons eu des élus avant Chalus qui n'ont rien fait pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. 100 jours, donne-lui un peu de temps. Donne-lui un peu de temps. Il y a des compétences partout et il y a aussi des inconvénients. Il faut assumer. Donc on espère, on regarde, c'est tout. On ne peut pas juger. Pour l'instant. Non, il faut laisser l'homme faire son travail. Le respecter surtout et puis pas le dénigrer trop. Puis on verra le résultat. Véritable outil de réaménagement du territoire, le programme de rénovation urbaine lancé par la ville de Pointe-à-Pitre en 2006 et les Abîmes en 2009 a permis la réalisation de nombreux équipements structurants. Hier après-midi, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, signait l'avenant du lancement de la dernière phase de ce programme. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Éric Jalton, le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence, est satisfait. La rénovation urbaine est en marche à 40% de son objectif aux Abîmes et 75% à Pointe-à-Pitre. Les choses avancent et nous traitons toutes les problématiques qui tournent autour du citoyen dans la cité, aussi bien la sécurité que l'habitat, l'environnement, les équipements de proximité culturels sportifs, de loisirs, l'éducation avec la construction d'écoles, la mobilité, circulation, transport avec la réfection des voiries. Le volet économique tient une place prépondérante dans ce programme avec une prise en compte de la problématique de l'emploi. Une rénovation urbaine bouclée d'ici 2020 dans son acte 1. Une rénovation en profondeur, complexe, avec une dizaine de partenaires qui interviennent parfois sur le même chantier, avec des réseaux à enfouir, d'eau, d'électricité, réflexion des eaux usées, de l'assainissement concernant les eaux usées, l'enfouissement des réseaux de téléphone, de télécommunications, d'électrification, d'éclairage public. Tout ceci prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain.
Et sans compter qu'il y a des impondérables qu'il faut réétudier, etc. Un chantier colossal d'1 milliard d'euros pour Pointe-à-Pitre et les Abîmes, dont l'issue va changer totalement le visage de ces deux villes, booster l'activité économique pour une vie et un cadre de vie meilleur. L'acte 2 de la rénovation urbaine qui va concerner des quartiers comme Vieux-Bourg, aux Abîmes, quelques copropriétés dégradées, Mortenol, Carénage, Buzy-Mathieu et d'autres quartiers des secteurs que nous avons déjà traités. Donc c'est un vaste projet et qui est vraiment tout bénef. Le premier projet de France et de Navarre en la matière. Des réflexions partagées avec Nicolas Grivel, le directeur général de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, venu constater l'avancée des travaux. Jusqu'à 2020, on sait ce qu'on va faire et ce qu'on va finaliser de faire au titre du premier programme sur ces quartiers. Donc on est de l'ordre de l'ajustement et de la poursuite du programme tel qu'il est lancé et de la finalisation de ce premier programme puisqu'on va, d'ici à 2020, basculer sur le deuxième programme. Nicolas Grivel n'est pas venu les poches vides. Avec Cap Excellence, ils ont déjà choisi les quartiers prioritaires. On n'est pas pour donner des ordres, on est là pour se mettre d'accord sur un programme et on s'est mis d'accord, on a fait évoluer les opérations et surtout sur le terrain les choses avancent. Alors elles avancent, ça prend du temps évidemment, les chantiers sont longs, c'est des choix très structurants pour l'évolution de ces quartiers, mais on voit, j'étais venu il y a un an, je vois des évolutions et dans un an on en verra plus encore. Donc les sujets évoluent, le portage est positif et donc oui je suis satisfait de ces échanges. Tous les partenaires sont satisfaits. La population doit faire preuve de patience. Les résultats positifs sont garantis. L'Union des commerçants de Basse-Terre n'en démord pas. Elle s'oppose au projet de construction du centre commercial Valcaners prévu dans la commune de Gourbert. Nathalie Edo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de cette association. Vous représentez près de 170 commerçants à Basse-Terre. En quoi ce projet menace-t-il votre activité ? Écoutez, ce projet a 2 points néfastes. Le premier, c'est le point sécurité, puisque c'est un projet qui est censé se construire sur une zone inondable, classée 2, bleu foncé, donc avec un aléa de liquéfaction du sol, donc qui met une grande partie de la population en danger si le projet est viable, abouti. Et le deuxième point, effectivement, le côté économique, donc, c'est que ce projet va absorber la totalité de la zone de chalandise, y compris de Basse-Terre. Alors, néanmoins, ce projet prévoit la création de 330 emplois. On peut dire que là, il y a une occasion quand même pour toutes ces personnes qui cherchent un travail. C'est une aubaine pour eux. Effectivement, j'entendais dernièrement le maire de Gourbert dire qu'effectivement, ça va créer de l'emploi. Oui, c'est tout à fait normal qu'il cherche l'attractivité de sa ville, mais au détriment de combien d'emplois et de combien de familles guadeloupéennes qui travaillent sur la zone de Basse-Terre et du sud Basse-Terre. C'est ça la bonne question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un équilibre justement pour redynamiser la ville de Gourbert, mais tout en gardant ce dynamisme dans le centre-ville? Mais écoutez, je ne pense pas qu'un centre commercial aujourd'hui soit une solution. N'oubliez pas que nous sommes quand même 400 habitants, qu'il y a une saturation des centres commerciaux, que le petit commerce, donc le commerce de proximité, qui devrait être épaulé aujourd'hui, ne pourra pas supporter l'arrivée d'un nouveau centre commercial. Aujourd'hui, également au niveau touristique, n'oubliez pas que les touristes ils viennent en Guadeloupe visiter le côté naturel, le côté environnemental et non pas du béton. On en a assez du béton. Aujourd'hui, on veut de la proximité, on veut de l'échange, on veut une ville qui a un potentiel, on veut faire de notre ville un grand centre commercial à toit ouvert. Mais pour le moment, est-ce que ça fonctionne vraiment, cette idée? Puisque les Basse-Terriens se déplacent en grand nombre en région pointoise, où ils vont à Destréland et Milénis, est-ce que ça fonctionne réellement? Mais justement, aujourd'hui... N'ont-ils pas, eux, envie d'avoir un grand centre commercial avec énormément de services? Mais écoutez, justement, c'est l'objectif de l'Union des commerçants et nous faisons un appel justement aux politiques pour que les politiques puissent prendre position. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de faire de cette ville, qui est quand même une ville d'art et d'histoire et qui a énormément de potentiel. Nous avons des boutiques diversifiées, nous avons le côté touristique qui n'est malheureusement pas mis en valeur. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire de cette ville, si vous voulez, donc les deux projets ne peuvent pas coexister. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut pas oublier non plus que ce n'est pas complémentaire ce qui arrive, c'est du déjà vu. Nous avons l'exemple de Pointe-à-Pitre. Nous n'avons pas envie de subir la même chose. Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, ne s'en sort pas. Donc, le centre commercial de Destréland, qui est actuellement en difficulté, puisque vous pouvez constater qu'il y a des boutiques qui se ferment.
Donc d'autres qui ouvrent. Oui, mais qui ouvrent, mais qui se referment tout de suite après. Donc on pourrait se poser des questions là-dessus. Où en est le projet actuellement? Mais écoutez, le projet, nous avons remis aujourd'hui une étude d'impact donc à l'opinion. Nous attendons la position des politiques là-dessus. Nous savons qu'il y a nous avons, si vous voulez, des éléments qui sont encore un peu flous et nous demandons justement aux politiques de nous dire où en est cette étude, puisque nous n'avons que certains éléments, nous ne sommes pas des experts, nous n'avons que les éléments que nous a donnés la préfecture. Alors, certains commerçants du centre-ville de Basse-Terre ont demandé la réouverture de la rue piétonne du Cornolivos. Vous y êtes, je crois, également favorable. Mais est-ce qu'on ne pourrait finalement pas penser qu'une rue piétonne faciliterait le déplacement des consommateurs et qui serait davantage incités à consommer, comme c'est le cas à Fort-de-France? Alors, effectivement, une rue piétonne, si elle est opérationnelle, si elle est animée, il est vrai que c'est un plus pour une ville. Aujourd'hui, nous avons réfléchi là-dessus. Effectivement, ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que nous sommes en attente de plans de circulation, nous sommes en attente d'un parking qui n'est pas encore livré. Donc, dans l'immédiat, je ne pense pas que le fait de laisser cette rue piétonne soit bénéfique pour les commerces de Basse-Terre. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Ce mardi 5 avril était la journée nationale du réserviste, l'occasion de rencontrer ces jeunes qui n'hésitent pas à s'engager. Reportage Karen Diam. Pour susciter des vocations, le ministère de la Défense a choisi de présenter sa réserve opérationnelle aux jeunes participants à leur journée de défense et de citoyenneté. Nous avons besoin de nous faire connaître. Les jeunes ne pensent pas toujours à la carrière militaire, à la réserve, alors qu'au sein de cette réserve, ils ont la possibilité de tester leur motivation, de savoir s'ils sont faits pour le métier des armes. Et donc c'est à nous de les interpeller, de les intéresser, de trouver tous les événements susceptibles de nous faire connaître et de parler de cette réserve opérationnelle. Alors pour intéresser ces recrues potentielles, des réservistes venant de différentes structures militaires ont porté leur témoignage à l'image du réserviste Charabi. Je suis très satisfait de me retrouver avec les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, on a toujours besoin de les aiguiller et surtout de leur donner notre expérience. Le jeune, déjà de lui parler de ma carrière, entre ce que j'ai fait dans le Corne de l'Afrique à Djibouti, ce que j'ai fait à l'ouest au Sénégal, ce que j'ai fait dans les Balkans et je suis revenu ici en 2003. Et de 2003 à 2006, j'étais en activité ici à Pointe-à-Pitre. Et aussi, c'est pour cela, tout ça, que j'envisage, mais je le fais aussi, de passer, pas ce témoin, mais de les expliquer, de les convaincre que c'est quelque chose de très bien pour son pays, qui est la France, qui est notre pays, qui est de la France, et de se sentir un peu responsable, avoir le goût de l'effort, avoir des responsabilités et aussi être ponctuel et aussi le sens du travail, le sens de l'organisation. Et c'est ce que je vais lui donner comme mission, pas mission, mais je dirais comme expérience. Un récit qui n'aura pas réussi à convaincre tout le monde, comme Joanne, âgée de 18 ans. Elles n'ont pas suscité de vocation, mais en tout cas ça a changé ma vision de l'armée. J'ai pu voir que l'armée, c'était pas seulement la guerre, c'était aussi d'apporter une aide aux populations en détresse, et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai pu voir aussi tous les membres d'aujourd'hui qui nous ont vraiment motivés, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ils m'ont vraiment donné envie d'intégrer la réserve et ça m'intéresse vraiment. Je voudrais être réserviste en même temps que mes études pour acquérir des connaissances, de l'expérience aussi. Et voilà. Comme mon père a intégré l'armée, il a fait son service militaire et quand il m'en parle, ça m'intéresse vraiment. D'ici 2019, la réserve opérationnelle du ministère de la Défense devrait passer de 28 000 à 40 000 réservistes opérationnels. Restez avec nous dans un instant. Nous suivrons les traces de la tortue lutte qui est venue pondre il y a 2 jours sur les plages de notre archipel. Et puis nous découvrirons le handi-tennis, une pratique mise à l'honneur à l'Open de tennis de Guadeloupe.
La Poste a organisé un concours nommé Faites vos vœux ce matin. Les heureux gagnants ont reçu leur chèque. Karen Diamin était sur place. Gagner 1 000 € à un jeu de hasard, nous en rêvons tous. Un rêve qui s'est réalisé pour Josiane, cette habitante des Abîmes. J'ai du mal à y croire parce que je suis là aujourd'hui, j'y crois parce que quand j'ai reçu le courrier, je ne m'attendais vraiment pas. Je me suis dit waouh, parce que c'est vrai que c'est une chance infime parce s'il y avait seulement 6 gagnants sur la métropole et les DOM, donc je vais représenter le département d'Outre-mer, je suis très contente. Et quand même, je me suis abonnée à la newsletter et je ne regrette pas parce que grâce à la Banque Postale, j'ai pu gagner un beau chèque de 1 000 €. Un chèque de 1 000 € gagné en remplissant simplement un bulletin de participation. En se connectant sur son compte, il y a aussi des bandes publicitaires qui passent. Donc quand il y a des jeux de la Banque Postale, on est souvent au courant. Donc actuellement, c'est Rio 2016. Donc je me suis inscrite à la newsletter et il y avait un jeu actuellement pour les fêtes de fin d'année, Faites vos vœux 2016. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance et il fallait juste remplir un bulletin de participation et attendre le tirage au sort à la fin du mois de janvier. Et j'ai l'honneur au mois de février de recevoir un courrier m'annonçant que j'étais l'heureuse gagnante des 1 000 €. Je suis très contente. Et à l'origine de cette immense joie, la Banque Postale qui souhaitait offrir à ses clients des étrennes pour les fêtes de fin d'année. C'était un jeu que la Banque Postale organisait pour ses clients à l'occasion des fêtes de fin d'année, donc pour permettre aux clients de bénéficier des traînes. Donc voilà, c'était un beau cadeau de fin d'année que la Banque Postale faisait à ses clients. Comme l'a dit Madame Mouda, donc elle est cliente de la Banque Postale, elle a l'habitude de participer à des jeux concours. C'est vrai que ce n'est pas la première, c'est vrai qu'à l'occasion de moments de vie, comme les fêtes de fin d'année ou d'autres moments de vie, c'est vrai que la Banque Postale organise des concours pour faire gagner ses clients. C'est vrai que, comme l'a dit Madame Mouda, il y avait 6 gagnants nationaux. Et donc Madame Mouda a été la seule gagnante d'outre-mer. On est très heureux que ça soit la Guadeloupe et en plus la Poste des Abîmes qui puisse lui offrir ce prix. Avec son chèque de 1 000 € en poche, Josiane compte se faire plaisir et pense déjà à partir en croisière. Le tri sélectif est-il entré dans nos habitudes? Nos confrères d'ATV Guyane ont mené l'enquête auprès des habitants de la communauté d'agglomération du centre littoral. On regarde leur reportage. Gilbert est un propriétaire au lotissement Jasmin de Cayenne. Il possède plusieurs appartements qui sont en location. Depuis l'arrivée des bacs jaunes, Gilbert s'est mis au tri et sensibilise aussi ses locataires. Ça se passe très bien. J'enseigne à mes locataires de bien faire le tri pour respecter les ordres de l'environnement. Ça les sert pour eux et puis tout ce qui se trouve à proximité, pour la santé, les moustiques, voilà. Boris, lui, ne se sent pas impliqué par le tri, mais il le fait par obligation. Dans mon travail, il y en a une poubelle pour carton, pour tout ce qui est carton, tout ça. Et puis il y a une poubelle jaune spécialement pour ça. Alors on est obligé de faire le tri. Quand les déchets arrivent dans l'entreprise, ça permet aux gens de travailler plus facilement, quoi. Tandis que là, c'est une poubelle jaune, on ne peut pas mettre quoi encore. On ne peut pas mettre du pain, du verre, alors c'est plus pratique. En tout, ce sont 25 000 bacs jaunes qui ont fait leur apparition dans les foyers des habitants de la communauté d'agglomération du centre littoral depuis juillet 2015. À l'intérieur de ces bacs jaunes, des bouteilles et flacons plastiques, papier, carton et métaux issus des déchets ménagers. Une avancée significative dans le traitement des déchets. Dans l'ensemble, ça va. On va dire qu'on a quand même de bons tonnages au niveau du centre de tri. Donc les gens jouent le jeu, on reçoit pas mal de déchets. Cependant, on a encore du mal au niveau des emballages plastiques, puisqu'on répète souvent aux personnes qu'on ne reçoit pas d'emballage plastique à proprement dire. C'est vraiment des bouteilles en plastique, donc tout ce qui est un bouchon. Donc on a pas mal de déchets encore non acceptés dans le bac, mais les gens se sont quand même appropriés le bac, ils font l'effort de trier. Nombreux sont encore les indélicats qui ne respectent pas le contenu des bacs jaunes. La Ligue de tennis s'est lancé le défi de faire découvrir cette pratique sportive aux personnes en situation de handicap. Pour la 3e année consécutive, cet événement a pris ses quartiers à la Marina de Bas-du-Fort, en marge de l'Open de tennis. Reportage Isabelle Hameau. Je lance la balle en haut, elle tombe et Valentine va pouvoir la frapper. Le tennis, ces personnes handicapées n'ont pas l'habitude d'en pratiquer. Ils se sont tous jetés à l'eau. Au programme,
technique de frappe de la balle et selon l'éducatrice sportive, cet exercice leur permettrait d'améliorer leur motricité. Je ne leur ai pas bien sûr dit que c'était ça, donc ils se sont rendus compte qu'ils allaient eux-mêmes vers la balle. Donc soit dans le lancer, donc s'il y a un bon lancer, il y a une bonne frappe de balle. Parce qu'elle va regarder où va arriver la balle pour aller frapper la balle. Et l'autre derrière, justement, son rôle c'est d'attraper la balle dans le plot. Et pour attraper la balle, il fallait regarder où elle allait la balle pour pouvoir reculer ou avancer. Donc au début, ce n'était pas très évident. Et surtout le plot, il fallait vraiment trouver le trou, regarder la balle en même temps pour pouvoir le mettre dedans. Et au fur et à mesure, on a pu faire de très belles choses parce qu'ils ont vite compris qu'il fallait courir et pas marcher. Donc en fonction de leur façon de se bouger, donc on a j'ai très vite remarqué ce matin quand ils sont arrivés déjà comment ils se tenaient, comment ils marchaient. Et même il y en avait un qui, je ne sais pas si vous l'aviez vu avec sa canne, et qui marchait beaucoup avec l'appui sur la canne. Arrivé sur le terrain, quand il a compris, il a mis la canne de côté et il traînait la patte en essayant d'y aller. Donc finalement, ça permet également de retrouver un petit peu de motricité, surtout que ce terrain-là, il n'est pas facile parce que c'est un terrain de terre battue qui glisse un petit peu. Et finalement, ils ont trouvé leur appui. C'est vraiment pas évident quand on n'a pas toutes ces facultés motrices. Et ça y va tout seul parce qu'il y a l'envie qui donne et qui guide les pas. Un troisième rendez-vous riche pour ces amateurs en marge de l'Open de tennis. Certains d'entre eux souhaiteraient intégrer un club pour se perfectionner. C'est d'ailleurs l'objectif que se fixe la Ligue de tennis. Le but pour nous, à moyen et long terme, c'est de pouvoir de retrouver ces personnes-là dans nos clubs, de pouvoir former nos cadres pour pouvoir accueillir ces personnes-là dans les écoles de tennis, les enfants dans les écoles de tennis, les adultes, former des cours adultes, des groupes pour les cours adultes et pouvoir les retrouver dans nos clubs. D'autres activités comme le beach tennis étaient proposées. Le maître mot, s'adapter en toute sécurité, de quoi donner le goût au sport aux personnes handicapées qui en redemandent. Elle commence à revenir sur nos plages. Les tortues sont de retour pour pondre. Une dizaine de ponts ont déjà été recensés, principalement du côté du Nord-Basse-Terre et de Petite-Terre. Bénédicte Jourdier a pu filmer les traces d'une tortue lutte passée il y a 2 jours sur la plage de Cluny à Sainte-Rose. Regardez. 2 fois par semaine, Aude visite les plages du Nord-Basse-Terre. Aujourd'hui, elle contrôle celle de Fort-Royal et de Cluny, où une trace a été recensée il y a 2 jours. Une trace encore visible malgré la pluie. Alors là, on voit une belle trace de montée de tortue. Ici, on peut voir la largeur de la trace. Et une trace de tortue marine nous permet d'identifier l'espèce. Et donc là, sur cette trace, on peut voir que c'est une tortue lutte. La tortue lutte est la plus grosse tortue qui fréquente notre archipel. Elle peut peser jusqu'à 900 kg. Ici, on voit bien la montée. Là, on peut voir ici, sur la trace, l'alternance des nageoires, en fait, lorsqu'elle rampe sur la plage. On dit qu'elle rampe puisqu'elle n'a pas de pattes pour marcher. Et on peut imaginer que le nid est à peu près par ici, là où elle a creusé et rebouché. Et puis après, elle est redescendue à la mer. Dans ce nid, l'animal pond à peu près une centaine d'œufs. Suivant les espèces, entre 70 et 120, 150. La tortue lutte est celle qui en pond le plus, donc là il y a une bonne centaine d'œufs sous le sable. Une tortue marine fait en moyenne 3, 4, 5 nids par saison de ponte et elle vient pondre sur nos plages tous les 2 ou 3 ans. Sur 1000 œufs pondus sur une plage, il n'y en a qu'un seul qui deviendra adulte et qui se reproduira à son tour à cause de toutes les menaces qui pèsent sur les tortues marines. D'autant plus que la tortue marine atteint sa maturité sexuelle entre l'âge de 15 et 30 ans, d'où l'intérêt de protéger les 3 espèces de tortues présentes en Guadeloupe. Sur la planète, il existe 7 espèces de tortues marines. En Guadeloupe, on peut en croiser 5, dont 3 qui pondent sur nos plages. Donc la tortue lutte, comme on voit la trace ici aujourd'hui, mais aussi la tortue carrette, qu'on peut voir sur presque toutes les plages de l'archipel, et puis la tortue verte sur certains secteurs. Ici, on est au nord de la Basse-Terre, sur un secteur propre à la ponte des tortues luttes. Il y en a certaines aussi un petit peu en sud Basse-Terre et de très rares à Saint-François et à Marie-Galante, mais ici c'est le plus gros spot de ponte des tortues luttes. Comme c'est éco-volontaire, une centaine de bénévoles se partagent la surveillance des littoraux. Au total, 7 associations forment le réseau Tortue Marine Guadeloupe. Un réseau qui permet de mieux gérer cette espèce protégée depuis 25 ans.
La période de ponte vient tout juste de commencer et c'est l'occasion pour cette membre de l'association Gaillac de rappeler les consignes. La tortue lutte va pondre en milieu de plage, en haut de plage, là où il y a beaucoup de sable. La tortue verte aussi. Par contre, la tortue carrette, elle va monter en haut de plage et presque pondre dans la forêt. Donc respecter ces plages, éviter de ne pas prélever de sable, ne pas couper les végétaux puisque les tortues viennent pondre sous les arbres et respecter les zones d'enrochement qui nous empêchent de faire passer nos véhicules lourds sur les zones de sable. À ce jour, une dizaine de pontes ont été recensées. Quelques informations pratiques maintenant. Le SIAG informe ses usagers que les factures du premier trimestre 2016 sont toujours en cours de distribution. Et puis la relève des compteurs des administrés de Petit-Bourg et de Sainte-Anne a débuté vendredi dernier. Une collecte de sang est prévue demain aux Abîmes au centre commercial Millénis. Une autre aura lieu toujours aux Abîmes, au rectorat, situé dans la zone de Dotemar. Et enfin, les inscriptions pour le concours Talents des Cités, les inscriptions sont ouvertes en Guadeloupe. Les porteurs de projets sont invités à présenter leur candidature jusqu'au 31 mai. Si vous êtes intéressé, vous trouverez l'ensemble des informations nécessaires sur le site www.talentsdescités.com. Et bonne chance! C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.